la palette humide, donc qui est proposée par Valero, donc Prince Auguste en France. Et ça m'intéressait en fait de voir ce qu'elle donnait, puisque en termes de palette humide, maintenant il y a pas mal de solutions qui sont proposées, mais la palette humide qui fait référence, c'est celle de Redgrass que je vous avais déjà présentée. On la regardera après justement pour comparer un petit peu la taille et la configuration. Mais je trouvais intéressant de voir un petit peu celle de Valero dans le sens où elle est un petit peu plus grande et puis Valero, Prince Auguste, c'est un petit peu plus facilement disponible dans les boutiques, à la fois les boutiques en ligne, mais surtout les boutiques physiques. Il reste encore des magasins de maquettes qui du coup stockent ou en tout cas peuvent commander du Prince Auguste. Donc je trouvais ça plutôt intéressant parce que tout ce qui est consommable est plus facilement disponible. On n'est pas obligé de commander, d'attendre. Voilà, si on a un magasin près de chez soi, il reste encore un certain nombre de magasins de maquettes en France, ou en tout cas de magasins également de jeux, de wargames et de jeux qui stockent et qui distribuent les peintures Valero Prince Auguste. Justement, en termes de peinture, on parlera également, dans cette vidéo, donc de la nouvelle gamme True. On va se mettre ça comme ça, voilà. Donc True métallique métal. Donc des peintures métalliques. Alors, elles sont très orientées vers les wargamers justement, et les peintres de figurines fantasy, parce que bon là on a du green, du Tusken green, donc, mais ce sont des peintures métalliques et ça fonctionne comme le reste de la gamme Valero, Valero Prince Auguste du coup, ça fonctionne de la même façon avec des correspondantes dites BSL, c'est-à-dire base, shadow, light, base, ombrage, lumière, et il y en a une quatrième, on verra pourquoi il y en a une quatrième dans ces blisters. Donc c'est plutôt pas mal, notamment sur les teintes métalliques, parce que, alors déjà sur des teintes normales, on a parfois du mal à déterminer quel mélange va être le plus à même d'ombrer correctement notre teinte, et de même pour les éclaircies. Sur les métalliques, là on est complètement en roue libre pour essayer de trouver une teinte qui va ombrer, par exemple de l'aluminium, parce que c'est l'idée là. Bon, j'ai pas eu l'aluminium, mais pour nous maquettistes, aluminium, bronze, laiton, c'est des choses qu'on va retrouver sur les moteurs. Alors, si en plus on peut les ombrer, les éclaircir, faire ressortir les arêtes ou faire des brossages sur les moteurs, et notamment les moteurs en étoile, c'est pas mal parce qu'on gagne du temps en termes de réflexion. On regardera ça un petit peu après. Alors ce que je vais faire, j'ai remarqué quelque chose quand je fais des lives, j'ai une lampe qui éclaire ma tête, donc orientée vers moi, et je pense que c'est ça qui crée les problèmes de différence d'exposition. Donc je vais la couper. Donc vous me verrez moins tout à l'heure si je refais une cam face, mais ça c'est pas très très grave. Voilà. Ouais, du coup c'est plus clair. Ouais, puis en même temps vous continuerez à me voir. Alors on va régler un petit peu les caméras. Hop, voilà. Donc là, palette humide, je vais y arriver. Wet palette. Donc je sais pas si je vais vous poser la question sur le chat. Tout le monde connaît le principe de la palette humide. Je vais vous laisser quelques instants pour réfléchir à cette question et me répondre. N'hésitez pas à dire non. Hein. Non n'est pas une mauvaise réponse. Vous pouvez ne pas connaître le principe de la palette humide, ou même ne pas l'utiliser. On a oui. Après, ce serait pas un... Voilà. Hein. Après, vous jetez des cailloux, vous dites, non, en fait, moi, la palette humide... Bon, apparemment, tout le monde connaît le principe. Alors, avant que sortent des palettes humides toutes prêtes, alors il en existait dans les marques qui fournissent les artistes, il en existait des grandes
Alors j'en avais une à un moment donné, c'était une A3, parce que forcément, pour tout ce qui est aquarelle, etc., ou travail à la gouache, je pense que c'était plutôt les aquarelles, enfin les acryliques, non, les purs acryliques, pardon, bah, il fallait avoir une grande palette humide. Donc on trouvait ça et on en trouve encore chez Rougier et Play, etc. Mais c'est pas très pratique pour nous parce que c'est vraiment des très 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 grandes palettes. Nous, on se confectionnait à l'époque avec un fond de Tupperware ou d'emballage de brochettes bœuf fromage. On mettait du sopalin au fond, on arrosait le sopalin, on mettait du papier sulfurisé par-dessus. Ça ressemblait à rien, mais ça faisait le job. Et puis, on a vu, voilà, Redgrass qui a popularisé le concept de la belle palette humide, qui est uniquement un objet destiné à n'être qu'une palette humide et qui n'est pas issue du recyclage alimentaire, etc. Et puis, on a vu, je crois, Aka en a fait une, à peu près tout le monde en a fait. Et là, Valero nous propose sa réinterprétation donc de la palette humide. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Oui, ou la vieille éponge au fond qu'on mettait, ouais, et qui finissait par sentir la pétouille parce qu'il y avait de la vie qui se créait à l'intérieur de cette éponge. Alors, lorsqu'on ouvre donc cette cette boîte, on va trouver à l'intérieur un sachet qui regroupe les feuilles sur lesquelles on va disposer notre peinture. Donc, on en a 30. On va trouver 2 supports absorbants, ce qu'on appelait avant donc l'éponge ou le sopalin. Donc ça va être, c'est ce qui va nous servir de réserve d'eau. Donc on en a 2. Et lorsqu'on ouvre donc la palette, qui est bien hermétique, faut un petit peu forcer pour l'ouvrir, on va trouver un petit support avec 5 alvéoles. Alors support qui normalement, voilà, s'aimante. Voilà, uniquement sur les côtés, sur les petits côtés. Je vous les vérifie quand même. Vous voyez les aimants qui sont là. Donc elle s'aimante, voilà, s'aimante plutôt pas mal. Et ici, on a un élastique pour être sûr de bien fermer votre palette humide. Imaginons, vous êtes en pleine peinture d'une magnifique figurine pour votre diorama, et là, vous vous rendez compte que il faut charger la bagnole, c'est le départ en vacances. Pas de souci, vous ne jetez pas vos mélanges, vous fermez tout ça hermétique, vous mettez l'élastique, et quand vous arrivez, une fois que vous aurez posé la caravane et fait le niveau, vous pourrez reprendre la peinture de votre figurine. C'était une image qui n'est pas du tout de saison, mais pourquoi pas, c'est pas plus mal. Alors Christophe, on dirait l'arrêt de grâce jusqu'ici. Jusqu'ici, oui, bah c'est un peu. Mais quand tu regardes chez les autres marques, c'est pareil. On va se la mettre en route, cette palette humide. Donc j'ai déposé l'absorbant. Là, je vais devoir charger l'absorbant en eau. C'est là où on va voir si on est vraiment sur quelque chose effectivement de comparable à l'arrêt de grâce, dans le sens où le support absorbant de l'arrêt de grâce peut absorber énormément. Et j'ai l'impression que là, on est globalement sur la même chose. On va pouvoir mettre beaucoup d'eau. Ce qu'il faut, c'est que l'absorbant soit totalement humide. Ce qui est important aussi sur l'absorbant, c'est sa capacité. Vous voyez que j'ai humidifié principalement le pourtour. C'est sa capacité à capter l'eau, c'est-à-dire d'avoir un effet vraiment buvard jusqu'au centre du support. Alors là, il faut que je recharge parce que le support n'a plus d'eau. Il a déjà tout bu.
Alors Olivier nous dit ça ressemble quand même à une palette humide, cette palette humide. C'est pas faux, c'est pas faux. Il y a rien qui ressemble plus à une palette humide qu'une palette humide. On cherche quand même, on cherche pas mal d'eau, donc c'est bien. Parce que plus l'absorbant a capté d'eau, et moins on va être obligé de vérifier en gros les niveaux et que notre film support de peinture ne s'assèche pas. Auquel cas on perd tout l'intérêt de la palette humide. Là, normalement, je devrais avoir mis assez d'eau. Voilà, ça a bien tout capté. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais prélever un film support. Donc, anciennement, le papier cuisson, le papier sulfurisé. Maintenant, ce sont des papiers qui sont un petit peu plus étudiés pour la chose. Alors, je vérifie. On a un côté mat et un côté brillant. En toute logique, on va mettre le côté brillant sur le dessus, mais est-ce qu'on nous l'indique? Mmh. OK. Alors normalement aussi, on nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'excès d'eau dans la palette. Et en fait, moi j'ai mon éponge qui a tout bu, hein, et qui est bien chargée. Alors, bah, je vais mettre du côté mat. Alors, le papier, moi, me fait penser au papier deuxième génération de chez Redgrass. C'est-à-dire, le papier deuxième génération, c'est un papier qui est donné pour être réutilisable quelques fois. Alors, dans le cas présent, je ne sais pas si c'est la même chose, mais là, gentiment, on va venir faire en sorte que le papier adhère bien. On évite les petits plis. Il faut attendre un petit peu le temps que ça se... On évite les petits plis et les bulles d'air. Parce que qui dit bulle d'air dit qu'il n'y a pas de contact entre notre surface humide en dessous et le dessous de notre papier. Donc du coup, il n'y a pas d'effet, ça fait penser un peu à une membrane osmotique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange partiel, il n'y a pas d'humidité en fait l'humidité passe pas, mais l'humidité est en contact. Ça fait vraiment pour le coup penser à une membrane osmotique. Donc on attend un petit peu, vous voyez que ça commence à se colorer. Toujours prendre son temps quand on recharge le papier. Pour le moment, ça fait la même chose que l'arrêt de grâce, hein. Faut maroufler. Oui, c'est ça. Mais légèrement, hein. Faut pas non plus y aller comme un bourrin. Ah, Fabrice, je sais pas. Je ne me risquerai pas à envisager que c'est le même fournisseur qui fournit les membranes, mais ouais, moi ça me fait vraiment penser, pour avoir les deux chez Redgrass, les anciennes feuilles et les nouvelles réutilisables, ça me fait penser, ouais, moi ça me fait penser à celle de, ouais, ça me fait vraiment penser à celle de Redgrass. Et ben là on est pas mal, vous voyez un peu mieux, ouais, des petites iris, mais c'est pas très très grave. Alors, on les voit mieux à la... C'est pratique de filmer, je les vois mieux à la caméra. Il faut que ce soit bien en contact.
Bon, à part deux petits voilà, par deux petits endroits, c'est tout bon. Si on regarde ça d'un petit peu plus près, on a vraiment, vous voyez, une surface qui est qui est en contact avec l'humidité. Le papier, il est frais, il n'est pas humide. Enfin, non, il n'est pas humide, mais il est frais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte d'échange entre les deux. Si je regarde maintenant, le temps que ça termine de bien prendre forme, si je regarde les petites alvéoles, c'est pareil, c'est assez comparable à Redgrass, le système, de toute manière. C'est pratique d'avoir, c'est pratique quand même d'avoir quelque chose comme ça à côté qu'on peut aimanter. Si vous avez des médiums à rajouter ou des choses comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir ça. Vous voyez qu'il y a de l'humidité vous voyez, l'humidité transperce légèrement au travers. Alors Jean-Philippe, c'est peut-être le prix la différence. Alors non, parce qu'on est sur la même gamme de prix. On est sur quelque chose qui tourne quand même autour des 35-40 euros dans les deux cas. Donc c'est, pour le coup, c'est les deux vont être équivalentes à mon sens. Celle-ci, l'avantage, ce que je disais, l'avantage, c'est que vous allez plus facilement trouver les feuilles chez les revendeurs parce qu'il y a forcément plus de revendeurs et que vous n'aurez pas à les commander. J'ai pas regardé justement le prix des feuilles, mais j'imagine qu'on est pareil sur le même ordre de prix. La différence notable, alors même si chez Redgrass il y a deux tailles, la différence quand même avec Redgrass, je vais vous sortir la Redgrass qui doit être un peu dégoûtante parce que oui, voilà. La différence avec la Redgrass, ça va être la taille. Celle de chez Valero Prince Auguste, elle va être, hop là, ça grippe. Elle va être un peu plus grande, vous voyez. Bon, désolé, c'est pas préparé. Donc c'est une ancienne séance peinture et j'ai pas, mais c'est encore humide. Donc vous voyez, il y a quand même une petite différence de taille. La grande de Redgrass, elle est vraiment beaucoup plus. Par contre, elle fait vraiment, je crois qu'elle fait A4. La bleue, est-ce que je l'ai quelque part? Ouais, voilà. Voilà, la bleue de chez Redgrass, on est là-dessus. Donc, à la limite, celle de Valero, elle est entre deux. Donc, c'est pas plus mal. Parce que, ouais, celle-là, des fois, j'arrive facilement au bout. Et j'ai plus trop de place pour mettre quelques peintures. Oui, Christophe Cochon. Ouais, elle est vraiment dégueulasse. Hein. J'aurais dû y penser. Et celle-là, j'utilise pour voilà, je l'ai utilisée la dernière fois pour des peintures à l'huile. Mais je mets mes feuilles dedans. La très grande, pour les acryliques, j'ai très peu utilisé. D'abord parce que du coup, pour la maquette, c'est assez rare quand on a plus de 10 ou 12 peintures acryliques, quand vraiment maquette, pas figurine, maquette. À l'inverse, vous voyez que sur celle-ci, très rapidement, si on commence à faire des petits mélanges, des petits éclaircis, des trucs, on n'a plus trop de place. Ce qui fait qu'au final, celle de Valero, je la trouve intéressante au niveau de sa taille, puisqu'elle partage après toutes les caractéristiques positives de la Redgrass. Bon, ceci étant fait, on va se mettre une petite peinture dessus pour vous montrer, mais vous connaissez déjà le principe. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à peindre? J'ai rien du tout à peindre. Pour ne pas gâcher, mais non, j'ai rien à peindre. On va prendre, alors pas du noir, hop, on va prendre du vert. Oui, sur les palettes, ça fait papa, maman et le fiston, ouais. Sous-entendrais-tu que la mère est plus petite que le papa? C'est pas très...
Bref, je- on se prend un pinceau, n'importe lequel. Hop, un petit peu d'eau. Donc, vous voyez que ça, la goutte, là, elle tient bien. Hein. Ça s'éparpille pas. Là, ça va forcément s'éparpiller si on prélève. On est pas mal, on peut bien visualiser sa dilution. Je trouve que ça s'éparpille moins que le papier première génération chez Redgrass, où là, ça avait tendance à vraiment, alors pas de la capillarité, mais la peinture, elle s'étalait vachement. Là, elle se tient bien, donc on peut facilement envisager mettre pas mal de peintures différentes, de coloris sur cette palette, et d'envisager faire des petits mélanges pour faire des dégradés, des éclaircies, des choses comme ça. Donc franchement, pas mal. Je suis désolé, je n'ai rien à peindre. Enfin, si j'ai un truc à peindre, si je commence au pinceau, on va y passer la nuit. Donc voilà pour cette palette humide Valero. Pour la refermer, on remet le couvercle. Donc c'est bien hermétique. Hein. Parce que vous voyez, pour rouvrir, il faut... Voilà. Et si jamais vous n'êtes pas convaincu par la fermeture hermétique, vous pouvez rajouter l'élastique. Et là, vous mettez au frigo et vous revenez une semaine après et vous avez vos mélanges qui sont prêts à être utilisés. Alors Fabrice nous dit j'aime bien le design. Oui, c'est sympa avec le nouveau logo Valero modernisé. Non, c'est sympa. Et puis finalement, c'est intéressant d'avoir une taille un peu différente, parce que je trouve que c'est presque complémentaire, quoi. Celle-là est peut-être. J'aime bien l'idée d'avoir peut-être un peu plus de place pour les acryliques, c'est pas mal. Alors, Fabrice, tu nous dis c'est un mix Redgrass Gen 1, Gen 2. Oui, bah oui, en fait. Après, quand quelque chose est bien, on s'en inspire. Donc, voilà pour cette palette humide. On va juste faire un petit test, voir si éventuellement on peut essuyer la peinture et voir si éventuellement c'est quelque chose les films, on peut les réutiliser une ou deux fois, quoi. Bon, là, la peinture, elle est fraîche, mais mine de rien, ça s'enlève bien, justement parce que le support, il est un petit peu brillant, il est lisse, donc ça s'enlève bien. Je gratte quand même un peu parce que pour voir si ça peluche pas. Non, il est bien résistant. Je pense qu'il y a moyen de réutiliser. Il y aurait moyen de réutiliser le film. Alors je suis désolé, j'ai mon moteur de follow focus là qui, je sais pas, qui montre des signes un petit peu de faiblesse, donc c'est pour ça qu'il y a des à-coups. Ça fait un petit côté particulier à mes zooms. En fait, il faut que j'aille très vite. Si je vais lentement, ça fait bizarre. Donc voilà pour cette présentation de la palette. On va regarder à présent donc ces nouvelles peintures, enfin cette nouvelle gamme. Donc les trous métalliques métal. Alors moi, chez Valero Prince Auguste, j'aimais beaucoup la gamme en métallique, la gamme en peau, la Metal Color.
D'ailleurs, je l'aime toujours. Voilà. La Metal Color ici, pour tout ce qui était représentation, aluminium, etc., j'aime bien. Elle passe directement à l'aérographe, sans dilution, et elle a un très très joli fini, et ça a l'avantage d'être de l'acrylique. Et depuis que j'avais découvert cette gamme, bah, je n'ai plus jamais utilisé de peinture type Alclad ou Extreme Color. Et moi, je m'en sors très bien avec ces peintures-là. Maintenant, c'est vrai que dans cette gamme-là, Metal Color, on a des couleurs, on a juste des couleurs, on n'a pas leurs équivalents, ou on n'a pas des associations pour faire des ombrages ou des éclaircies. C'est ce que nous propose la gamme True Metallic Metal par opposition au non-métallique Metal qui consiste à représenter des surfaces métalliques en n'utilisant aucune peinture contenant des pigments métalliques. Là, à l'inverse, c'est de la vraie peinture métallique. On a donc, toc toc, toc toc, on a quatre pots, 4 références donc qui fonctionnent en association. BSL, base, lumière, light, shadow, ombre. Et on a, dans chaque association comme ça, on en a une quatrième qui est une peinture, donc qui est censée être une reprise de la base, mais une peinture qui passe directement à l'aérographe. Donc avec une dilution et un liant qu'on retrouve dans les gammes aéro de chez Valero Prince Auguste. Bah, ce que je vous propose, c'est d'essayer sur une figurine. Alors pour l'occasion, j'ai sorti cette figurine de Terminator Space Marine. Et on va... alors, j'aurais pu reprendre la sous-couche en noir, ça c'est une figurine sur laquelle j'avais fait des essais. Je vais essayer directement de couvrir avec ma teinte airbrush. Et puis ensuite, on va regarder ce qu'on peut faire avec l'ombre, parce que l'ombre s'applique en fait apparemment comme un lavis. Et puis ensuite, au niveau des lumières, bah, on va peut-être se faire déjà un brossage à sec ou une reprise des arêtes à certains endroits pour voir un petit peu ce que ça donne. L'idée étant de se projeter sur nous en tant que maquettistes, sur des surfaces aluminium, chrome, laiton, cuivre. Je pense notamment moteur avion Première Guerre mondiale, moteur en étoile Deuxième Guerre mondiale, toutes ces choses-là, également jambes de train couleur alu, de voir un petit peu si cette gamme peut nous être utile, si elle s'applique de manière facile et presque instinctive, et est-ce qu'elle peut nous faire gagner du temps dans la réalisation justement de ces éléments. Avant de commencer, donc à chaque fois, on a un petit pas à pas pour chacun des sets. Donc on nous dit, voilà, appliquer la couleur de base avec un pinceau ou un aérographe, appliquer les ombres donc dans les creux et les zones à ombrer, et enfin appliquer les lumières pour faire ressortir, pour mettre en avant les arêtes. Et enfin, il est possible de retrouver, d'enrichir la tonalité et de fondre les dégradés, donc les transitions entre ombre et lumière, en reprenant la base. Ça, c'est la théorie. Très belle théorie hein, de notre ami Giraldez, mais entre la théorie de Giraldez et la pratique, il y a un fossé, un fleuve, qui ne peut-être pas le Rubicon. Alors, je vais faire un petit peu de ménage.
Alors, Christophe, du coup, pas très intéressant pour les blindeux comme moi. Oui, c'est vrai. Même si, quand on traite des moteurs ou des choses comme ça, même sur un blindé, ça peut arriver qu'on ait besoin de teintes métalliques, ou quand on fait, imagine, si tu veux ombrer des obus, tu vois, des douilles d'obus ou des choses comme ça. Ah, ça peut être sympa. Alors, on y va. Je vais me sortir un papier blanc parce que sinon je vais en foutre partout sur mon support. Hop, comme on est en live, je savais que j'allais peindre, mais j'avais pas prévu. Je branche mon compresseur qui est en train de remplir ses cuves. C'est l'Apex de chez Galerie. Donc là, il tourne là. Vous voyez, donc c'est plutôt silencieux comme matos. C'est l'avantage du bain d'huile. Et puis on va se tester en 0,2. Hein. Hop, j'ai besoin de ça. Zoup. Donc normalement, j'ai vu des essais d'application de la base airbrush avec de la 0,3. Donc je me dis que ça peut être intéressant de tester sur une 0,2. Après, si j'avais eu, bon, j'ai pas choisi la couleur que j'ai reçue pour tester. C'est sûr que si j'avais reçu l'aluminium, on aurait fait ça sur un moteur en étoile. Mais là, on va se faire ça sur un Space Marines. Moi, ça me dérange pas. J'aime bien. Ça fait un moment en plus que j'ai pas tripatouillé un Space Marines. Alors, j'y vais cash. Elle a l'air un petit peu épaisse. Je suis sur une bus donc de 0,2 sur le Mobus 0,2 du coup, et je suis à 1,6 bar. C'est mes réglages habituels. Donc pour une base, ça me paraît pas mal. On va se rapprocher. Pour faire un aplat, ça me paraît pas mal. On ne pourrait pas faire de camouflage avec cette dilution, mais pour un aplat, c'est une belle couleur, un beau vert métallisé. Alors, je sais pas s'il y en a qui font du Warhammer parmi vous, mais la couleur va peut-être vous parler. C'est pas mal et ça couvre bien. Dans la précipitation, j'ai oublié de mettre un support, bien sûr. Hop. Je vais me chercher ça. Je vais vous faire un petit... Voilà. Forcément, des supports, je n'avais que ça à un moment donné. Je n'en ai plus. Ah oui, si. Là.
peut-être. Alors, c'est pas ça. Ça. Hop là. La couleur est vraiment belle. On va laisser sécher, mais en plus, il n'y a pas d'effet de paillettes. C'est franchement sympa. Grosse promo sur le compresseur sur le site. Ah bon, j'ai pas vu. Faut que je vous donne. Il va y avoir le Black Friday et donc il y a des modèles sur la page Amazon, hein, sur la partie Amazon de Galerie, sur la boutique Galerie sur Amazon. Je vais y arriver. Il y a des modèles qui vont être en promo. Hein. Il y a le Mobius 02, le 03. D'autres modèles également. Je vous ferai un petit post rapide là-dessus. Et il y a un nouveau code également Amazon, donc qui devrait vous permettre d'avoir 10% supplémentaire. Je vous mettrai ça dès le début du Black Friday ou de la Black Week ou je sais pas quoi. Enfin de la période. Je crois que c'est après-demain. Je crois que c'est le 20. Donc là on laisse sécher, mais c'est le rendu est vraiment sympa. Hein. Après, c'est vrai que pour un compresseur, 594 €, c'est un coût hein, qui est pas négligeable. Malgré tout, un compresseur à bain d'huile, c'est un investissement sur le long terme. C'est quelque chose que vous pouvez garder 10 ou 15 ans. Surtout là, ce modèle-là vous permet de vous brancher à plusieurs dessus. Donc ça, c'est mine de rien, c'est pas négligeable. Je pense notamment à tout ce qui est association, les clubs, ceux qui maquettent entre amis. C'est plutôt cool d'avoir qu'un seul compresseur sur lequel on peut se brancher. Si en plus vous avez le Pro Hub, vous pouvez vous brancher à 8 dessus. Étant donné qu'en plus il monte à 8 bars, qu'il a 2 cuves indépendantes, c'est quand même pas mal. Mais vrai, c'est un budget. Après, en comparant, moi, depuis que mon Mecadeco m'avait lâché il y a 15 ans, j'ai quand même eu 3 ou 4 compresseurs pour finalement un investissement total de, de 700 ou 800 € au final, quoi, en 15 ans. Donc, et pour un bain d'huile, je trouve qu'il est pas cher. Hein. Regardez les tarifs sur les bains d'huile avec des capacités moindres, hein, parce que là on est sur 2 cuves de 3 litres, donc on est sur 6 litres. Les capacités de 2-4 litres, ça monte vite à 600, à plus de 600 €, quoi. Mais encore une fois, c'est un investissement. Et puis il faut avoir un petit peu de place. Puis des bras aussi parce qu'il fait 18 kilos. Bon, après on le porte pas tous les jours. Hein. Enfin, sauf si, sauf si on veut l'utiliser pour se faire les bras. Christophe, je le laisse là comme ça. Je le lis, je souris, mais je m'en ferai pas écho. Je laisse les autres rebondir dessus, sur ton commentaire. Alors, on va attendre que ça sèche quand même.
Je suis en train de nettoyer mon aéro. Enfin, petit nettoyage rapide. J'aurai forcément un nettoyage un peu plus important à faire, étant donné que, bon, bah, peinture métallique, quoi. Donc, si je veux pas avoir de mauvaises surprises, la prochaine fois que j'utilise mon aéro, faire un jaune sable ou un truc comme ça qui va se retrouver avec des paillettes ou des effets métallisés verts. Alors sur les compresseurs à bain d'huile, tu as déjà la maintenance régulière à faire comme sur un compresseur avec un piston sec, un compresseur à membrane. C'est-à-dire que l'entretien, c'est la cuve. Il faut purger la cuve. Pareil, tu as une petite vis sous la cuve, purger la cuve pour retirer l'éventuelle humidité, les condensats qui se sont transformés en humidité à l'intérieur. Bon, on le dit tous et on le fait pas toujours. Et puis après, en termes d'entretien, là sur la partie vraiment bain d'huile, faut juste vérifier le niveau de ton huile. Donc l'huile qui lubrifie le piston. Enfin, l'huile dans laquelle le piston vient tremper en fait à chaque fois. Et c'est justement grâce à ça que ça fait pas de bruit. Faut juste faire le niveau. Et je sais pas, ils te disent de la changer peut-être tous les ans. T'as 200 ml d'huile, ça coûte rien. Hein. C'est 10 balles, même pas 10 balles le litre, je pense. J'avais regardé, hein, c'est pour le coup, c'est négligeable. Par rapport aux 600 € du coût du compresseur, c'est négligeable. Thomas, toi, tu vidanges ta cuve, c'est-à-dire que tu ouvres la petite vis de vidange après chaque utilisation. Du coup, je suis admiratif. Ah, on doit pouvoir manger à l'intérieur de vos cuves. Alors désolé pour c'est le sèche-cheveux. Je peux vous montrer du coup. Hop, voilà. L'histoire d'accélérer le séchage pour vous montrer la suite. C'est une jolie teinte. Hein. Ah, j'aimerais bien tester les aluminiums. Hein. Là, ça peut être sympa. Ça peut être super, super sympa. Alors, ceci étant fait, on va se prendre un pinceau et puis on va pouvoir utiliser la palette humide du coup. Ah, ou peut-être je vais juste utiliser, comme c'est un shade, hop, je vais juste utiliser voilà, les petites alvéoles. Donc, l'ombrage, c'est ce qui est donné shade. Hop. Donc, c'est ça. Donc, il est censé être un lavis, donc il doit être liquide. Oui, donc en termes de vis de purge, il y a plusieurs écoles. Hein. Moi, je suis plutôt de l'école à faites ce que je dis et pas ce que je fais, quoi. Enfin, c'est. Ah oui, là, on est sur une peinture qui est très diluée. Moi, je le fais quand j'y pense, quoi. Ça doit être à peu près tous les 6 mois. Donc, vous avez vu, ça, c'est une peinture qui est déjà bien diluée. On va essayer un endroit où il y a pas mal de choses à faire ressortir. On va essayer sur l'épaulette.
J'essaie de la retravailler un petit peu pour qu'elle se concentre autour des détails, dans les interstices, dans les creux, mais d'elle-même, elle y va quand même et elle se concentre assez, aux endroits où les ombres où naturellement on va avoir de l'ombre. Et on va faire ça aussi. Voilà, on va laisser sécher. On va lui faire juste la trombine, le casque là, voilà. Bon, après moi je suis pas un grand fan des lavis acryliques, mais justement ça peut être intéressant de tester ça dans le sens où ça c'est censé être une ombre qui est également qui va avec le côté métallique, donc une ombre qui est un lavis qui est métallisé. Ah oui, Thomas, oui, pas bête, le coup de mettre un. On est toujours sur nos histoires de cuve, de mettre un aimant sur le bouchon. Comme ça, tu dévisses le bouchon après chaque utilisation, le bouchon de ta cuve, et ploc, tu l'aimantes à la cuve. Ça t'évite effectivement de le perdre. Oui. C'est le genre de choses qui peut être un peu embêtant quand on ne trouve plus le bouchon de purge de sa cuve de compresseur. Ah mince, j'ai un endroit que j'ai oublié. Ouais, un petit effet qui est sympa, hein. Ça vient se concentrer. Ouais, autour des boulons, là. Ouais, donc vous remplacez cette couleur métallisée de vert, ce vert métallisé par une couleur aluminium ou chrome avec son lavis noir. Vous remplacez ce Space Marines, ce Terminator Space Marines par un moteur en étoile et voilà, projetez-vous là. Il y a un peu d'imagination, mais je pense que je vais être obligé de le faire. Je vais demander le set aluminium pour cette peinture. Alors, je vais accélérer le séchage, comme ça, on va regarder. Moi, je vais voir ce que donne également petite reprise d'éclaircie. Alors, ressèche-cheveux. Désolé pour le bruit, du coup.
Ah, ça fait son petit effet d'ombrage. Ouais, surtout sur une armure comme ça, hein, c'est forcément parlant. Oui, alors c'est un Space Marines qui sert de cobaye, Jean-Philippe, le pauvre. Oui, bah, il sert déjà, il a déjà beaucoup servi de cobaye. J'en ai quelques-uns comme ça qui font l'objet d'un traitement un petit peu particulier. Alors, je vais me préparer. Là, je vais devoir, non, c'est pas plus mal, on va utiliser la palette. Donc, ça tombe justement plutôt bien. Là, je suis en train d'essuyer parce que j'en ai renversé, bien sûr. Hop, et la palette. Alors Thomas, oui, c'est un lavis. Oui, oui, c'est un lavis, c'est l'idée. Mais c'est justement ça aussi, nous, en tant que maquettistes, qui nous intéresse, plus qu'un ombrage. Après, si on voulait faire un ombrage, ce shade, on peut également le passer à l'aérographe. Donc dans ce cas-là, tu viens reprendre des zones à l'aérographe pour avoir un dégradé d'ombre vers la lumière. Euh, je pourrais essayer de le faire, c'est une bonne... ça pourrait être un bon truc, mais il faudrait que j'arrive à trouver... Ah, c'est possible. Là, il faudrait déjà que je reprenne la base à l'aéro. Est-ce qu'il m'en reste? Bah non, du coup, j'ai bien nettoyé mon aéro. Reprendre la base, là, tu vois, sur le centre, là, au niveau de l'épaulière, de reprendre avec la base et ensuite de monter en éclaircie à l'aéro. Mais sinon, tu peux faire la même chose. Le shade, tu peux le passer. C'est trop tentant de ne pas le faire. C'est trop, oui, on va le faire, quoi. Donc là, je reprends mon shade. Alors, je vais d'abord tester parce que comme c'est une peinture qui est normalement plus diluée, vous voyez, il va falloir que je réduise ma pression. Donc je tourne ma molette, pas trop quand même. Et puis on va juste essayer de se faire un dégradé. On va se faire une ombre là sur le bas du protège tibia. Alors comme c'est brillant, voilà, tu vois là on le voit bien. Mais comme c'est brillant, c'est pas évident sous tous les angles de s'en rendre compte. Mais tu vois que là, on peut ombrer. Alors Christophe, tu as nettoyé ton aéro avec quoi? Avec de l'eau. De l'eau et j'ai passé un petit godet de Perfect Cleaner. TOC, voilà. De Perfect Cleaner AK. Mais j'ai d'abord passé de l'eau. Alors moi j'aime bien, en termes de nettoyant, j'aime bien celui-là qui fonctionne bien. J'aime bien celui de chez Prince Auguste également. Pour ce qui est acrylique. Pour ce qui est acrylique, pour ce qui est liqueur, j'utilise le diluant. Ah, je vais y arriver. Le diluant haute compatibility de chez AK. Et derrière, je passe un petit peu d'atomiseur cleaner en spray, qui marche aussi pour l'acrylique, hein, mais qui marche aussi pour les pinceaux d'ailleurs. Ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Puis un côté, le spray permet d'économiser un peu le produit. Alors, est-ce qu'on pourrait se faire... Ouais, c'est un peu plus compliqué, il n'y a pas trop de zones... il n'y a pas trop de zones aérographables. Mais là, je peux continuer sur la jambe, tu vois, je peux lui faire une ombre.
Mon aéro qui est ouais, un peu bouché, j'aurais dû mieux le nettoyer. Alors, on va le passer en pression max. Voilà. Non, il veut plus. Bon, j'aurais dû mieux nettoyer mon aéro. Parce que, bon, les peintures métalliques, là-dessus, c'est toujours un peu chiant parce que si on nettoie pas bien derrière, ça a tendance, d'une part, à sécher, hein, et puis de deux, c'est toujours un petit peu plus épais, un petit peu plus relou à sortir. Mais vous voyez qu'à l'aéro, le shade permet de faire des dégradés. Maintenant, au pinceau, si je reprends, s'amuser un petit peu là, je prends mon light, toc, voilà. Donc mon éclaircie. L'idée étant que ombre, lumière et base coïncident, qu'on soit sur les mêmes tonalités mais avec des valeurs différentes. Alors c'est marrant, c'est une peinture qui fait un peu, comment vous dire, quand on la travaille, alors voilà, c'est mieux quand je suis en face. Je dirais pas qu'on dirait elle est grasse, mais ça fait pas comme les acryliques habituels. Ou alors c'est peut-être le film support de la palette, mais pas le même. Ah, par contre, ça s'étale super bien. Allez, on s'essaye. Essayer de mettre en lumière quelques éléments. Alors Philippe, ah oui, pour le nettoyage, tu n'utilises pas la bombe. Alors non, j'utilise. Alors je l'ai. Je l'utilise assez rarement. Pour un gros nettoyage, je privilégie dans ce cas-là le passage dans une cuve à ultrasons, petite cuve à ultrasons, pour vraiment un gros décrassage. La bombe, elle marche bien. Le seul problème, c'est que j'ai toujours peur qu'il y ait quand même des solvants un petit peu agressifs dedans et que ça assèche, notamment que ça assèche les joints. Oula, vouloir aller trop vite. En plus, je suis pas sur le bon pinceau pour faire ça. Ouais, ça marche plutôt pas mal sur les arêtes. Des bombes de nettoyant textile pour l'aéro. Ah bah je veux bien une référence pour tester parce que si c'est pas la première fois que j'entends ça, c'est
Probablement la première fois que j'entends ça, en fait. Alors Thomas, qu'est-ce que j'utilise dans ma cuve quel fluide j'utilise dans ma cuve à ultrasons? En règle générale, alors il me reste un petit produit nettoyant que j'avais eu spécial pour les cuves à ultrasons, mais sinon je mets un petit peu d'alcool ménager à hauteur de 10-20% et le mélanger dans de l'eau. Ouais, ça marche plutôt pas mal l'ensemble des trois couleurs. Ouais, c'est marrant, pardon, voilà, je m'amuse. Non, ça marche pas mal. Ouais, après c'est un essai un peu à l'arrache comme ça, mais après pour les maquettistes, bon, ça reste assez limité. Hein. L'emploi de cette gamme sera forcément restreint à quelques teintes, notamment bon plus pour les avionneux, pour les blindeux forcément un petit peu moins. Mais l'idée d'avoir cette possibilité de disposer de teintes métalliques qui ont le système BSL, c'est-à-dire pour lesquelles on va avoir une ombre spécifique adaptée et une lumière adaptée, ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Je pense que c'est des choses, il faut pas se fermer sur ces possibilités. Maintenant, sur les autres teintes, bon là, on a un vert métallisé. Je sais qu'il y a également du pourpre métallisé, enfin des couleurs comme ça. Nous, on sera moins, en tant que maquettiste blindé ou avion, on sera moins client et de toute manière, on est moins la cible de ce type de gamme. Là, on sait que ce sont principalement les wargamers hein, là qui sont ciblés. Même plus encore que les peintres fantastiques, les grands peintres fantastiques. Enfin, pour des sujets plus variés que de l'armure. Là, je pense qu'on est vraiment la cible. La cible, c'est les Space Marines. Donc nécessairement, on est moins dans cette cible. Mais une gamme qui n'en demeure pas moins intéressante et vers laquelle on pourra se tourner si le besoin s'en fait sentir. Alors, Laurent, peut-être pour les intérieurs des avions japonais. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est quand même fort métallisé, mais c'est métallisé en même temps, c'est, comment te dire, c'est vif, tu vois. Donc peut-être un petit peu trop, je sais pas, à voir. Là, forcément, on est sur une armure, donc on a du mal à se projeter sur un cockpit.
Alors c'est une peinture qui peut se brosser également, hein, à sec. On va peut-être je vais faire un essai, hein. Hop. Voilà, c'est une peinture qui est quand même vachement liquide. Donc je suis pas sûr d'avoir suffisamment essuyé. Ah si. Ouais, le brossage est assez probant également. Oui, c'est même plus efficace que les espèces de tentatives de reprise au pinceau que j'ai fait. Bon, j'ai un peu appuyé fort, mais pour voir ce que ça pouvait donner, c'est pas mal. Le brossage fonctionne bien. Encore une fois, projetez-vous, l'éclaircie pour la teinte aluminium brossée sur les cylindres d'un moteur en étoile. On sera beaucoup projeté ce soir. J'aurais dû faire cette vidéo, elle aurait dû être filmée en monochrome. Et je pense que là, il y avait moyen de pouvoir se projeter sur un moteur en étoile aluminium. Il a repris des couleurs, le Space. Oui, bah, il est vif, là. Il est, me semble-t-il, du côté d'Horus, hein, si je ne m'abuse. Il n'y a pas de spécialiste. Vince n'est pas connecté. Ça fait un mot. Moi, je suis plutôt côté loyaliste. Alors, du côté des hérétiques. Je me demande si on n'est pas sur justement du Sons of Horus. Mais bon, quand je vais passer cette vidéo sur YouTube, je vais me prendre des volets de blaster et d'épées tronçonneuses. Hop, je vais vous le mettre comme ça. Touc. Jean-Philippe, tu connais bien le monde de Warhammer? Non, apparemment non. Enfin, ça fait un moment. Mais j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Mais ça fait un moment que j'ai pas eu l'occasion bah, moi, j'aime bien pour peindre. Hein. J'aime pas pour. J'aime pas. Enfin, j'aime pas. J'ai pas le temps de jouer, donc je ne joue pas avec. Mais je n'ai même pas mon portable. Alors, je vais regarder sur ma tablette. Est-ce que j'ai de bons restes ou pas? Ah bah oui. Bon, c'est quand même fort métallisé, mais le vert, ça pourrait être du Sons of Horus. Ça peut le faire. Il tire quand même vachement sur le jaune, mais pourquoi pas. Donc je disais pas que du caca. J'avais de vagues souvenirs de la chose. Bon, écoutez, voilà pour ce petit test. En espérant pouvoir tester la chose
sur des supports qui correspondent plus aux maquettistes, enfin avec des teintes qui correspondent plus aux maquettistes. Mais vous avez vu un petit peu le potentiel que peut représenter cette gamme en complément, bien entendu, de la gamme déjà existante de couleurs, dire de couleurs normales, de couleurs non métalliques.